Bonjour à tous, bienvenue dans ce 17e épisode de la série Mon portefeuille PEA, série dans laquelle je présente tous les mois l'évolution de mon portefeuille PEA. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, c'est-à-dire un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces rappels d'usage étant faits, nous pouvons passer à la présentation du portefeuille. Comme on peut le voir ici en date du 3 mai 2021, le portefeuille PEA est désormais valorisé à hauteur de 21 466 € et on peut voir que le solde d'espèces contient 4 440 €. Les plus-values latentes sont désormais de 3 043 €. Alors ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais présenter les différentes lignes du portefeuille classées par valorisation, classées par poids, c'est la même chose. Ce qu'on peut voir ici, c'est que Total est la première ligne du portefeuille, suivie de Renault, Maisons du Monde, Danone, Ontex, Eutelsat et BIC. Alors on voit ici qu'on a désormais plusieurs lignes dépassant les 1000 €, puisqu'on a AB InBev, Fontaine Pajot, BIC, Eutelsat, Ontex, Danone, Maisons du Monde, Renault et Total. On voit qu'on a des plus petites lignes ici sur Kinepolis, SMCP qui progresse pas mal puisqu'on est à 50% de plus-value latente et Inat Pharma qui, elle, pour le moment ne performe pas extrêmement bien. Alors ce qu'on note ici au niveau des valorisations, c'est que les lignes commencent à s'équilibrer. Pourquoi? Parce que je construis ces lignes au fur et à mesure du temps qui passe. Et donc on a des lignes qui vont de 2200 € ici pour Total à 1000 € ici pour AB InBev grosso modo. Donc on a des lignes ici valorisées entre 1000 et 2000 € pour faire simple. On a de plus petites lignes ici avec des lignes un peu plus spéculatives avec Kinepolis, SMCP et Inat Pharma. On voit que Kinepolis offre une plus-value latente pour le moment de 97%, SMCP offre une plus-value latente de 50% et Inat Pharma une moins-value latente de moins 19% si j'arrondis. Au niveau des plus-values, on a des plus-values qui s'accentuent sur Fontaine Pajot puisqu'on est à plus 132% de plus-value latente. On a également une très belle plus-value latente sur Maisons du Monde à plus 73%. Et puis on a également, comme je l'ai montré, une très belle plus-value sur Kinepolis à plus 97% et SMCP à plus 50%. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais très rapidement présenter les faits marquants du mois, donc pour avril 2021, et je vais ensuite présenter mes prises de position au cours de ce mois d'avril. Le premier fait marquant, c'est le rendement mensuel du portefeuille de plus 3,6%, donc on enchaîne les mois et on enchaîne les plus-values latentes sur le portefeuille. Ce rendement mensuel positif est directement lié à l'appréciation du titre Ontex, qui prend 19,5% au cours du mois d'avril 2021, et à l'appréciation du cours de Société BIC, qui prend 19,4% au cours du mois d'avril 2021. Donc comme vous le voyez, il est toujours intéressant de construire des positions à long terme, c'est-à-dire qu'on a des titres qui ne performent pas forcément bien pendant quelques mois, et puis lorsque la reprise haussière se met en place, ces titres peuvent performer extrêmement bien. C'est le cas ici d'Ontex et c'est le cas également de Société BIC. Je vous renvoie à mes vidéos d'analyse fondamentale et analyse technique sur ces deux titres. Au niveau des prises de position, j'ai profité de l'annonce de la prise de participation d'Eutelsat dans OneWeb pour renforcer ma position Eutelsat. Je vais en parler dans la suite de la vidéo. Deuxième point important ici, c'est que je suis en attente d'un point d'entrée sur plusieurs fast growers et donc il est fort probable qu'au cours des prochaines vidéos, je puisse annoncer de nouvelles lignes de type fast growers. Alors on revient au portefeuille et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder ma prise de position, donc le renforcement de ma position dans Eutelsat. On peut le voir ici, donc j'ai augmenté ma position de 29 actions et on voit que mon PRU a légèrement diminué puisqu'il était de 10,89 € et qu'il est désormais de 10,88 €. On peut voir ici que le titre Eutelsat affiche une moins-value latente de moins 2,59%. Il est bon de se rappeler que le titre Eutelsat est une valeur de rendement qui offre un dividende relativement intéressant de l'ordre de 9% en ce qui me concerne. Alors ce que je vais faire maintenant, comme d'habitude, c'est que je vais commenter mon renforcement de ligne dans Eutelsat. D'un point de vue graphique, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'utilise une fréquence mensuelle, donc unité de temps mensuelle, et vous savez également que le titre Eutelsat est en tendance baissière depuis 2014. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une remontée des cours de Eutelsat, alors un peu plus bas par rapport au niveau que j'attendais initialement,
mais pour l'instant le scénario est en marche. Alors cependant, on note ici au niveau des chandeliers japonais qu'on a des petites toupies, c'est-à-dire que le mouvement de reprise n'est pas forcément extrêmement important, en tout cas pour le moment. Ce qu'on peut voir au niveau du RSI 14 périodes, c'est qu'on avait une zone de résistance ici, marquée par cette ligne oblique en bleu, et qu'on a cassé ici cette zone de résistance. Donc ce qui pourrait se passer ici, c'est un pullback au niveau de la zone de résistance initiale qui deviendrait zone de support avant une reprise plus marquée ensuite, et éventuellement une reprise du cours de bourse plus marquée ensuite. Alors au niveau de la reprise qui est ici, il est possible qu'on vienne faire un double bottom, donc c'est-à-dire on aura un premier bottom ici, donc un premier creux ici, et puis un deuxième creux éventuellement avant une reprise plus marquée. Autre scénario possible, c'est une réintégration de ce biseau avant peut-être une consolidation et une reprise haussière plus marquée. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais zoomer sur le cours de bourse de Telsat. Donc on peut le voir ici, on avait un biseau descendant ici toujours en fréquence mensuelle, on a cassé ce biseau et puis les cours sont en train de remonter vers les moyennes mobiles 18 et 21 périodes ici en bleu. Donc pour le moment on est toujours en tendance baissière avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc point haut qui est plus bas que le précédent, point bas qui est plus bas que le précédent et pour le moment point haut qui est plus bas que le précédent. Donc on est toujours en tendance baissière d'après la théorie de Dow. Maintenant quand on regarde le RSI, on a une chose qui est très importante, c'est premièrement la cassure de la résistance qui est ici, j'en ai parlé, et le deuxième point qui est beaucoup plus important, c'est la divergence haussière ici au niveau du RSI, c'est-à-dire qu'on a un point bas ici et un point bas ici qui sont sur le même niveau. Donc on n'a pas fait de nouveau plus bas ici, alors même que les cours ont fait de nouveau plus bas. Ce qui veut dire théoriquement qu'on pourrait remonter sur ces niveaux de 15-16 euros à un horizon 1 ou 2 ans. Reste à voir maintenant si on aura ici un double bottom, éventuellement un triple bottom sous la forme d'une épaule, tête, épaule inversée, pourquoi pas, ou une réintégration plus rapide du biseau, une consolidation ensuite et éventuellement une cassure par le haut qui pourrait nous ramener effectivement sur les 15-16 euros. Alors pourquoi j'ai renforcé ma position dans le Telsat? Tout simplement parce que Telsat a annoncé qu'elle entrait au capital de OneWeb, c'est-à-dire qu'elle va prendre 24% du capital de OneWeb. Et donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais présenter très rapidement en quoi consiste cette prise de participation dans OneWeb. Alors comme on peut le lire ici sur le site Digital Corner, actuellement 3 projets de constellation de satellites se distinguent par leur ampleur et par leurs ambitions. On a d'un côté OneWeb, de l'autre côté Starlink et enfin Kuiper Systems qui ont été développés respectivement par Gregory Wyler, Elon Musk et Jeff Bezos. Comme on peut le lire ici, ces 3 projets se basent sur des constellations de satellites et une fois opérantes, elles pourraient compter entre 650 et 12 000 satellites par projet, de quoi faire rougir les 2000 satellites opérationnels que compte actuellement l'orbite terrestre, c'est ce que nous dit Digital Corner. Donc pour faire simple, on a 2 types de satellites, les satellites géostationnaires qui sont situés à une distance relativement importante de la Terre, et puis on a de l'autre côté les constellations de satellites qui sont en train d'être mises en place par 3 sociétés, donc OneWeb, Starlink et Kuiper Systems, le projet le plus avancé étant celui proposé par OneWeb, je vais en parler juste après. Donc Zone Bourse nous dit que l'opération sera financée à 100% par les liquidités disponibles de Telsat et par le produit de 507 millions de dollars lié à la libération d'une partie de la bande C aux États-Unis. Autrement dit, Eutelsat va investir 550 millions de dollars dans l'acquisition de 24% du capital de OneWeb. Et comment est-ce qu'elle va financer cette prise de participation? Tout simplement via la vente d'une partie de la bande C aux États-Unis. Donc en d'autres termes, elle va réinvestir ce qu'elle va toucher sur la vente de cette bande C. Alors, ce qu'on peut lire ici également sur le site de Zone Bourse, c'est que OneWeb va pouvoir atteindre les régions les plus reculées de la planète et surtout qu'une première génération de satellites assurera d'ici 2021 une couverture de certaines régions qui sera étendue à l'ensemble du globe en 2022. Autrement dit, le projet OneWeb est le projet qui est le plus abouti entre OneWeb, Starlink et Kuiper. Alors le point qui me semble le plus important ici, c'est que Telsat a probablement trouvé le relais de croissance qui lui manquait et donc elle va pouvoir investir dans un projet extrêmement innovant et surtout un projet potentiellement extrêmement porteur dans les décennies à venir. Et c'est pourquoi le PDG de Telsat nous dit que OneWeb constituera notre principal moteur de croissance hors de nos activités de broadcast et de haut débit. Donc Eutelsat a trouvé un relais de croissance, ce relais de croissance va être financé par la vente de la bande C aux États-Unis et surtout ce relais de croissance va générer potentiellement 200 millions de chiffre d'affaires pour Eutelsat dans les 3 ans à venir. Ce qui veut dire que le chiffre d'affaires d'Eutelsat va se remettre à croître
or il était en décroissance depuis plusieurs années, et donc ce qu'on devrait voir, c'est une reprise de la croissance du chiffre d'affaires d'Eutelsat dans les prochaines années, avec une marge nette de 25%. Ce qui fait d'Eutelsat une très belle entreprise et surtout une entreprise potentiellement sous-valorisée en ce moment, en tout cas, c'est ma conviction la plus profonde. Alors, je vous ai mis ici un article de l'usine digitale qui nous dit que dans la course à l'internet par satellite, Eutelsat investit 550 millions de dollars dans OneWeb, j'en ai parlé. On nous dit ici que comme SpaceX avec Starlink ou Amazon avec son projet Kuiper, l'entreprise anglo-indienne, c'est-à-dire OneWeb, ambitionne de proposer une connectivité globale à Internet grâce à une constellation de satellites en orbite basse. Stratégie très différente de celle des acteurs traditionnels comme Eutelsat qui se concentraient jusqu'à présent sur les satellites géostationnaires. Donc j'en ai parlé, Eutelsat va pouvoir trouver un relais de croissance en investissant dans OneWeb et potentiellement être placé à la fois sur les satellites géostationnaires et sur les constellations de satellites en orbite basse. L'auteur de l'article nous dit ensuite que l'opération doit être finalisée au second semestre 2021. Alors ça explique peut-être pourquoi le marché est réticent pour l'instant à revenir sur Eutelsat. De mon côté, il me semble que cette nouvelle n'est pas considérée à sa juste valeur par le marché. Alors l'auteur de cet article nous donne davantage de détails ici en nous disant que OneWeb ambitionne de fournir un service d'accès global à Internet à l'aide d'une constellation de 648 satellites en orbite basse, donc 648 satellites, un secteur sur lequel il doit faire face à la concurrence de SpaceX, on en a parlé, et de son réseau Starlink, qui propose déjà de premières offres commerciales auprès des particuliers. Alors Amazon est également dans la course avec son projet de constellation Kuiper, qui est cependant moins avancé. De son côté, OneWeb espère couvrir de premières régions d'ici à la fin de l'année et proposer une couverture globale fin 2022, et c'est là le point important, c'est-à-dire que grosso modo, on est à 1 an et demi d'une couverture globale du monde par OneWeb. Et donc, pour le moment, 184 satellites ont été envoyés en orbite. On aura un total de 648 satellites. Et donc, j'ai peu de doutes sur le fait que OneWeb devrait être opérationnel d'ici 18 mois environ. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder les parties prenantes dans OneWeb. Donc, OneWeb, vous savez que l'entreprise a déclaré, ou en tout cas s'est mise en faillite il y a environ 1 an, que celle-ci est passée au Chapter 11, donc aux États-Unis, et puis que, vous savez, quand on passe au Chapter 11, on a la possibilité de renaître de ses cendres, entre guillemets, c'est-à-dire que l'entreprise peut repartir de zéro dans de meilleures conditions. À l'époque, SoftBank avait refusé d'apporter du capital supplémentaire, l'entreprise avait fait faillite, et puis on avait eu de nouveaux investisseurs qui s'étaient présentés, donc Bharti Global, qui est un conglomérat indien et qui possède 24% de OneWeb, le gouvernement britannique qui possède également 24% de OneWeb, et SoftBank qui a remis la main à la poche et qui possède également 24% de OneWeb. On avait également Hughes Network Systems qui possède 4% de OneWeb, et donc on a désormais Eutelsat qui possède 24% de OneWeb. Alors pour comprendre très rapidement ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité Bharti Global a investi 500 millions de dollars dans OneWeb, le gouvernement britannique a également investi 500 millions de dollars, et SoftBank a investi 500 millions de dollars, ce qui veut dire que Eutelsat paye un peu plus cher sa part ou sa prise de participation dans OneWeb. Cela me semble tout à fait normal. Pourquoi ? Parce qu'elle arrive après ses autres investisseurs, et donc elle sait déjà que la mise en place de la première constellation de OneWeb est quasiment entièrement financée. Alors il est bon de noter que pour le moment il manque 495 millions de dollars pour boucler le déploiement de OneWeb. Je n'ai aucun doute qu'avec tous ces acteurs au capital, OneWeb va trouver le dernier investisseur manquant. Pour en finir avec la presse ici, je vous ai mis l'extrait d'un article paru dans le FT dans lequel on peut lire que OneWeb va mettre l'accent sur les gouvernements, en tout cas va se focaliser sur les gouvernements et sur les clients de type corporate, c'est-à-dire les clients de type entreprise, plutôt que sur le marché de masse qui est plutôt visé par les entreprises Starlink et Kuiper. Ce qui veut dire également que, a priori, OneWeb va être plutôt dans un marché de niche. A noter que le gouvernement américain a déjà passé commande pour une connexion au-dessus de l'Arctique. Alors je fais un petit rappel ici, comme vous le savez, vous pouvez accéder à mes différents portefeuilles, donc PEA et CTO, il vous suffit d'aller sur mon site internet, vous trouverez le lien sous la vidéo, et donc vous n'avez qu'à rentrer votre adresse email ici, et vous pouvez accéder à mes portefeuilles avec des mises à jour du fichier 48 heures après chaque ouverture ou clôture de position. Je vous ai mis ici la Google Sheet de mon portefeuille PEA. On peut voir ici que tous les titres sont en plus-value latente sauf le titre Inat Pharma.
on voit que la performance globale du portefeuille quand on compare les apports à la valeur de marché du portefeuille est de plus 24,20%. Donc le portefeuille est en hausse de plus 24% depuis le lancement, et quand on compare ces deux sommes, et puis vous avez accès ici à mes plus-values et moins-values réalisées. Comme vous pouvez le voir, depuis le lancement du portefeuille en janvier 2019, je n'ai que des plus-values réalisées. Alors bien entendu, il faut rester modeste. Pourquoi? Parce que nous vivons une période extraordinaire au cours de laquelle les marchés ne font que monter, et donc on aura un moment des corrections, peut-être des corrections très importantes, et donc il faut rester humble par rapport au marché tout en gardant le cap par rapport à son objectif de long terme. Au niveau des dividendes, on voit qu'au mois de mai, je vais toucher le dividende de Danone, donc 65,96 €, le dividende d'AB InBev également, pour un dividende total donc de 72,26 € pour ce mois de mai 2021. Donc on a ici la représentation graphique de ces versements de dividendes. Donc on voit qu'au mois de mai, le solde d'espèces va être augmenté de 72,26 €. Alors la partie que vous attendez tous avec impatience, c'est l'allocation de mon portefeuille PEA. Alors vous voyez ici que j'ai modifié le graphique et qu'on a une vision beaucoup plus claire avec ce type de graphique. Alors pour le moment, vous voyez que mon portefeuille est composé à 20,7% de liquidité, 9,4% de Renault, 10,3% de Total, 9,4% de Danone, puis 9,3% de Maison du Monde, 6,9% de Société BIC, 6,9% de Telsat, 7,6% d'Ontex, 5,6% de Fontaine Pajot, 5% d'AB InBev. Donc on voit bien que le portefeuille est en train de s'équilibrer. Et puis on a également 3,5% de Kinepolis, 2,4% d'Inat Pharma et 3% de SMCP qui performent relativement bien en ce moment. Enfin, en ce qui concerne l'allocation à la Peter Lynch, qui aimait avoir entre 30 et 40% de fast covers, et on voit que dans mon portefeuille, je n'ai pour le moment que 10% de fast covers, donc je vais augmenter cette part au fur et à mesure des mois qui viennent. On voit que mon portefeuille est composé de la manière suivante, à savoir 10% de fast covers, 25% quasiment de valeurs cycliques, 25% de valeurs de type turnaround. Donc ici on a une grosse partie de valeurs cycliques qui profitent extrêmement bien de la reprise économique à venir, puisque les valeurs cycliques sont en plein boom. On a ici 4,5% d'asset play avec Kinepolis, et puis on va trouver 18,1% de Stalwarts avec Danone et AB InBev, et enfin 17,4% de slow growers avec Eutelsat et BIC qui performent, en tout cas pour BIC, extrêmement bien en ce moment. Alors comme d'habitude, on va terminer avec des questions. Pourquoi? Parce que j'adore échanger avec la communauté, et puis je trouve que c'est toujours enrichissant d'avoir les avis des uns et des autres en dessous de la vidéo, et de pouvoir un peu voir comment les uns et les autres perçoivent le marché ou construisent leur portefeuille. Donc ma première question est la suivante: avez-vous gardé des liquidités pour profiter d'une éventuelle correction? Finalement, un peu comme je le fais, de mon côté j'ai 20,7% de liquidités, et donc si jamais vous avez gardé des liquidités, vous pouvez me l'indiquer en commentaire, et surtout vous pouvez indiquer le pourcentage que représentent ces liquidités dans votre portefeuille. Ma deuxième question est la suivante, et elle est directement liée à la première question: quels sont les 3 titres qui auraient votre préférence en cas de correction? C'est-à-dire que, imaginons qu'on ait une correction sur les marchés de l'ordre de 10% par exemple, et donc ça veut dire que certains titres pourraient corriger de 15 ou 20%. Quels seraient les 3 titres qui auraient votre préférence dans ces conditions? Là encore, vous pouvez me laisser vos réponses sous la vidéo. Je pense qu'on sera nombreux à être intéressés par ces réponses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Bien entendu, n'hésitez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus à parler de la chaîne autour de vous. C'est toujours bon pour ma motivation et c'est toujours bon pour la chaîne. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.